Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3452 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 16 octobre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le défenseur du Paris Saint-Germain. Il s'agit de l'équatorien William Pacho, il fête aujourd'hui ses 24 ans. On lui souhaite un bon anniversaire, un joueur tellement sous-coté Pacho parce que pour moi il fait partie du top 5 je pense des meilleurs défenseurs centraux actuellement au monde. Donc bon anniversaire à lui. Tiens, concernant Pacho, vu que c'est son anniversaire, on apprend aujourd'hui que Pacho est tout proche de prolonger avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2031. Le défenseur équatorien a déjà reçu une proposition de prolongation jusqu'en 2031 et les discussions avancent dans le bon sens. Le PSG souhaite désormais aussi enchaîner avec des dossiers comme Fabien Ruiz, Maïlu et Barcola aussi qui sont des priorités de prolongation du côté du PSG. Donc voilà, bon anniversaire et peut-être bonne prolongation pour Pacho. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier et la nuit dernière. Et on commence tout d'abord avec la Coupe du Monde du vin parce que les deux demi-finales ont été jouées hier. Et on commence tout d'abord avec l'équipe de France qui était la seule nation encore européenne qualifiée pour cette compétition. Donc il jouait hier, donc c'était à 22h heure française, le coup d'envoi donc contre le Maroc, et on peut voir le score final, donc un partout, ça loupe prolongation, pas de but, et du coup ça s'est joué au tir au but. Le Maroc a été meilleur que l'équipe de France, 5-4 pour les Marocains, et du coup le Maroc se qualifie pour cette finale de Coupe du Monde du vin. Donc déjà on félicite bien sûr le Maroc parce qu'ils ont fait un parcours incroyable. Bien sûr, dommage bien sûr pour l'équipe de France de s'arrêter aux portes de la finale. Mais voilà, comme souvent l'équipe de France perd au tir au but. On sait que c'est un exercice où les Français ne sont pas bons. La preuve encore hier dans cette demi-finale de Coupe du Monde du vin. Donc la fin du rêve bien sûr pour cette sélection française. Et déjà on tient à féliciter bien sûr le Maroc. Voilà, en finale pour cette compétition et un parcours quand même incroyable pour le Maroc. N'oubliez pas, premier match, il gagne 2-0 contre l'Espagne, une grosse nation comme l'Espagne U20. Ensuite, il gagne 2-1 le Brésil, il gagne 2-1 la Corée du Sud, donc ils ont déjà gagné leurs 3 matchs de poule. Le Maroc ensuite contre il y a eu les États-Unis, donc ils ont gagné 3-1. Puis là, bien sûr, victoire maintenant au tir au but, ça a peut-être été la plus compliquée pour eux, bien sûr, mais voilà, victoire quand même. Donc le Maroc tout simplement, parce que le Maroc actuellement, ça marche très bien, que ce soit les jeunes ou même l'équipe professionnelle. Le football marocain n'a fait que de progresser ces dernières années, donc demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, médaille de bronze aux Jeux Olympiques l'année dernière en 2024, en finale de la Coupe du Monde du vin, qui va être jouée là dans quelques jours, vainqueur de la CAN U17 2025, finaliste de la CAN U20 2025 et vainqueur de la CAN U23 2023. Voilà, donc oui, c'est peut-être actuellement la meilleure nation africaine, enfin par rapport à toutes les catégories, que ce soit les professionnels, les espoirs ou même les jeunes, parce que la preuve, ils ont été souvent en finale de belles compétitions et ça marche bien. Actuellement, le Maroc, c'est peut-être le prime actuellement de l'histoire du Maroc, peut-être dans le football. Et on va parler de l'homme du match, c'est Othman Mama, donc ce tout jeune joueur est élu MOTM face à la France, son deuxième d'affilée. Il a déjà remporté le prix pour le quart de finale, il remporte de nouveau ce prix pour la demi-finale, donc félicitations à lui. On va parler du buteur, donc un but inscrit sur penalty, donc Yassir Zabiri réalise une très grande Coupe du Monde du vin avec le Maroc, donc 5 matchs, 5 buts. Voilà, les stats magnifiques bien sûr de ce joueur marocain. Notez les mêmes stats identiques aussi pour un autre français, Lucas Michal, lui aussi buteur lors du match hier, 5 matchs également 5 buts. Voilà pour ce joueur. Il lui reste encore un match, n'oubliez pas que la France, il reste encore un match, ce sera le match de la petite finale, voilà, qui se jouera également dans quelques jours. Objectif maintenant est décrocher la médaille de bronze. Toujours sur cette rencontre hier, on a pu voir que le Maroc a fait quand même jouer ses 3 gardiens. C'est plutôt rare un match que les 3 gardiens jouent dans le même match. Donc tout d'abord le premier gardien, donc Yanis Benchaouch, a démarré titulaire. Voilà, donc il n'a pas fini le match parce qu'il est sorti sur blessure. Donc du coup le gardien remplaçant Ibrahim Gomis l'a remplacé suite à sa blessure. Et ensuite il a été remplacé, ce deuxième gardien, par un autre gardien qui est spécialisé dans les tirs au but, Hakim Meshbahi est entré pour les tirs au but. Donc du coup le Maroc a utilisé quand même ces 3 gardiens, c'est quand même très rare. Voilà, en tout cas ça a marché vu que voilà, ils ont réalisé bien sûr la performance de battre l'équipe de France en demi-finale. On continue avec Bernard Diomède, donc lui c'est le sélectionneur de l'équipe de France U20, donc a essuyé comme 48 refus quand même de clubs pour cette Coupe du Monde du vin selon le journal Équipe. Donc félicitations comme au Bleuet qui n'était pas attendu ici. C'est vrai qu'au vu de comment jouait l'équipe de France, déjà rien que le 8e de finale contre je sais plus, le Japon ou la Corée, je crois, voilà, la Corée, je crois, ou la Japon, ils avaient touché le poteau, la barre, tout ça. L'équipe de France, on était très bien sorti. Atteindre comme la demi-finale, c'est quand même un sacré exploit. Bon, bravo aux Marocains, ils n'auront pas du tout volé, bien sûr, leur victoire. Mais c'est que l'équipe de France U20 aurait pu être
plus belle, on va dire. Hein. Donc ça, c'est l'équipe en gros qui a été alignée hier pour le match. Hein. Bon, il y a des joueurs peut-être que vous connaissez, il y en a beaucoup que vous connaissez pas. Donc bon, là, c'est pour le match précédent. Boisbré avait marqué son doublé. N'oubliez pas que là, il n'a pas été présent. Bien sûr, il est retourné à NOMC. Donc là, c'était la compo lors du dernier match contre la Norvège. Bon, ça a été quasiment la même compo pour le match hier avec 1 ou 2 changements. Mais c'est vrai que ça a pu ressembler à ça, cette équipe de France U20. Si des clubs auraient autorisé que leurs joueurs aillent jouer bien sûr cette compétition, les Nioro auraient pu jouer bien sûr Maïlu, Boadi, Zeremri, Doué, Matistel. Voilà, elle aurait pu être magnifique cette équipe. Bon. Voilà, après, ça a été le problème aussi pour plein d'autres nations, mais voilà, pour l'équipe de France, ça qui aurait pu avoir une magnifique équipe. Donc du coup, là, en gros, c'était quasiment une équipe C, voire une équipe D, quand même, qui a joué cette Coupe du Monde du 20, côté équipe de France. Toujours sur ce match, les gars, on va parler de Yacine Jessim, donc un joueur marocain, répond à Lissandru Olmeta, donc le gardien de l'équipe de France, Olmeta. Donc, on a été humble, hein. Ma mère est venue, elle ne va pas repartir dimanche parce que Lissandru Olmeta, il avait dit avant le match, hein, contre le Maroc, hein, j'ai dit à mes parents qu'ils peuvent prendre une place pour la finale. Donc voilà, c'est dire en gros voilà, que pas de souci, l'équipe de France allait battre le Maroc, tout ça. Donc Lissandru Olmeta est confiant avant la demi-finale de Coupe du Monde face au Maroc. Hein. Pour le moment, on est sur la bonne voie. On l'améliorerait encore un match et il faut gagner. Je pense que ça va le faire. J'ai hâte d'y être. Voilà, donc il a dit à ses parents, pas de souci. Hein. Prenez déjà aussi la place pour la finale. On sera là. Voilà, donc ça, je comprends pas les joueurs qui disent ça, que ça soit lui, même plein d'autres joueurs des fois qui chambrent des équipes avant que le match soit joué. Voilà, parce que du coup, c'est bon, il y a peut-être eu le karma. Juste le Maroc aussi mérite bien sûr sa victoire, mais il faut pas dire ça. Donc c'est pour ça qu'après, bien sûr, Yacine Jessim lui dit, bah, on était humble. Hein. Ma mère est venue, elle ne va pas partir dimanche, hein, parce qu'elle sera bien là. La mère de ce joueur marocain poursuit bien sûr la finale contre l'Argentine. Un autre fait de match, les gars, on va parler du jeune français Rabi Zingula. Bon, je connais pas le joueur. Bon, bref, il est entré en jeu à la 87e. Ok, hein. Bon, il n'a même pas fini le match. Hein. Il a pris un jaune à la 101e et il a été expulsé. Deuxième jaune à la 107e. Et du coup, voilà, il a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11 hein, pendant 13 minutes. Bon, heureusement, l'équipe de France n'a pas pris but. Mais bon, l'équipe de France a perdu au tir au but. Donc voilà ce qu'elle va dire. Hein. Donc félicitations bien sûr au Maroc et dommage pour la France. Donc un objectif, hein, prendre cette médaille de bronze. Et du coup, l'autre demi-finale qui a été jouée un peu après le match. Hein, entre le Maroc et l'équipe de France, c'était un choc sud-américain entre l'Argentine et la Colombie. Tiens, par exemple, ça a été l'affiche de la dernière finale de la Copa América. Donc l'Argentine s'est imposée 1-0. Hein, c'est vrai qu'on parle du Maroc, voilà, qui performe énormément, hein, toutes les catégories, mais aussi l'Argentine. Hein. L'Argentine a gagné comme la dernière Coupe du Monde. Là, l'équipe U20 est en finale, bien sûr. Donc c'est Silvetti, l'unique buteur du match. Hein. Et notez que les Argentins ont déjà chambré, hein, bien sûr, le Maroc. Hein. Les Argentins sont confiants avant la finale de Coupe du Monde U20 face au Maroc. Donc dimanche, on va battre le Maroc. Ils ont chanté, hein, bien sûr. Ils ont chambré la Colombie qui venait de battre, hein, bien sûr. Et après, ils ont envoyé un petit message au Maroc. Voilà. Donc dimanche, on va battre le Maroc. Hein, ils dansaient tout ça. Donc voilà. Concernant ce match, donc la finale de la Coupe du Monde U20, donc Argentine-Maroc. Rendez-vous dans la nuit de dimanche à lundi. Ça sera à 1h du matin, heure française. Hein, voilà, le coup d'envoi. N'oubliez pas que cette compétition se déroule du côté du Chili. Donc, bon, moi, je soutiens à 100% bien sûr le Maroc. Je préfère que le Maroc gagne cette Coupe du Monde, même s'ils ont éliminé la France. Je préfère le Maroc que l'Argentine. Voilà. Donc, bonne chance aux deux équipes et plus particulièrement au Maroc. Voilà ce qu'il y avait à dire hein, sur cette Coupe du Monde U20. On continue. Il y avait d'autres matchs hier. La Ligue des Champions féminines. On commence tout d'abord avec l'Olympique Lyonnais féminin. Elle jouait contre Salpolten. Hein. Deuxième match pour l'OL Lyonnais, enfin l'OL Lyon, hein, voilà, ça s'appelle comme ça maintenant. Donc elles ont gagné le premier match au 2-1 contre Arsenal, hein. En plus vainqueur de la dernière saison de Ligue des Champions Arsenal. Et là elles se sont imposées 3-0 les Lyonnaises, donc parfait bien sûr, une magnifique victoire, 2 matchs, 2 victoires bien sûr, hein, en patronat. Cette équipe de Lyon féminin. Le Paris FC jouait du côté de Chelsea et défaite 4-0 des Parisiennes, hein, c'est compliqué, elles ont été accrochées lors du premier match 2 partout alors qu'elles menaient 2-0. Et là du coup des grosses défaites hein, du côté de Chelsea, elles occupent actuellement la 11e place, hein, vous savez c'est un classement un peu unique, un peu comme la Ligue des Champions hommes avec un classement unique. Bah, c'est la même chose dans la catégorie filles. Donc la grosse défaite hein, des Parisiennes. Victoire du FC Barcelone féminin 4-0 du côté de l'AS Roma. On peut voir les buteuses. Hein. Unsen ou même Putellas ont été buteuses. Donc à noter que bien sûr, elle n'a pas marqué, mais c'est Bonmati, la joueuse qui a gagné le Ballon d'Or, 3e Ballon d'Or d'affilée. Ben, celle qui a remporté le prix de la femme du match. Voilà, lors de cette rencontre contre l'AS Roma. Et l'autre match, les gars, c'est entre, je ne sais même pas c'est qui le premier adversaire là, contre Wolfsburg. En tout cas, c'est Wolfsburg qui s'est imposé 2-1 avec un but inscrit à la 99e minute de la partie pour donner la victoire bien sûr aux Allemands. Au programme aujourd'hui, il y a des belles affiches. Regardez, Atlético Madrid, Manchester United. Il y aura un Bayern, Juventus Turin, un Benfica Arsenal et un Paris Saint-Germain Real. C'est quand même que des chocs aujourd'hui dans cette Ligue des Champions féminine. Et concernant le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid, à noter que ce match sera diffusé, si vous voulez regarder ce match de Ligue des Champions sur la chaîne L'équipe ce soir à 21h. Ça sera
en direct et gratuit, hein, vu que la chaîne L'équipe, les gars, c'est enfin une chaîne où tu n'as pas besoin de t'abonner. Donc voilà, concernant ce match, on souhaite bonne chance bien sûr aux Parisiennes. On clôture voilà, cette page Ligue des Champions féminines, on en reparlera demain avec les résultats bien sûr, hein, des matchs de ce soir. On revient nous sur la trêve internationale, oui elle est terminée. On revient à quelques infos. Et tout d'abord sur le continent africain, on connaît bien sûr les 9 pays qualifiés. Et j'ai dit, il y avait ce système de barrage avec les 4 meilleurs deuxièmes, hein, sur les 9 poules, les 4 meilleurs deuxièmes vont s'affronter. Du coup, on connaît les affiches, hein, les barrages de la zone Afrique. Donc il y aura un RDC Cameroun et un Gabon Nigeria. Donc ça sera sur un match simple, hein. Donc les deux équipes qui s'imposeront s'affronteront lors d'une demi-finale, voilà, aller-retour. Il faudra un vainqueur, hein. De toute façon parmi ces 4 équipes là il y en a une qui sortira bien sûr vainqueur, et c'est même pas encore sûr d'être à la Coupe du Monde. Après elle jouera 1 ou 2 matchs contre un pays d'un autre continent. Ça peut être un pays je sais pas, asiatique, sud-américain, j'en sais rien. Voilà, après ça sera le barrage bien sûr de la FIFA. Donc voilà, hein, concernant les barrages, tout d'abord la zone Afrique, on connaît les 2 demi-finales bien sûr de cette compétition pour aller bien sûr à la Coupe du Monde. Toujours avec la Coupe du Monde, on va parler de quelques pays qualifiés comme l'Algérie, hein, et les Fennecs mis à l'honneur par leur président. Donc voilà, leur président là a reçu, hein, les joueurs algériens pour saluer leur qualification mondiale 2026. Hein, ils seront bien là bien sûr l'Algérie pour cette prochaine Coupe du Monde. N'oubliez pas la dernière Coupe du Monde de l'Algérie, je crois c'était en 2014. Vous avez été éliminé par l'Allemagne, hein, qui avait gagné ensuite la compète. Donc voilà, ils vont retrouver le mondial 12 ans après l'Algérie. On va parler cette fois-ci aussi du Ghana. Le Ghana c'est un peu fou, hein. Ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui ne participeront pas, mais en tout cas ils sont qualifiés, ils ont fini premier de leur poule pour la Coupe du Monde. Et Otto Addo, sélectionneur du Ghana, ferme la porte aux opportunistes, hein, qui songera à venir pour la Coupe du Monde 2026. Il a dit, hein, depuis que je suis devenu l'entraîneur de la sélection en 2022 et même à partir de 2021, nous avons déjà approché certains joueurs pour leur demander s'ils voulaient jouer bien sûr pour le Ghana. Ils ont dit non en gros, hein. Maintenant que nous sommes à la Coupe du Monde, ils veulent venir. Ce n'est pas comme ça que ça marche, hein. Le Ghana doit garder sa fierté. Nous avons une belle unité et je ne veux pas la détruire en faisant venir des joueurs sans engagement. Voilà, donc là parce que peut-être il va recevoir maintenant des demandes peut-être de joueurs en gros qui hésitaient peut-être avec le Ghana, avec d'autres nations bien sûr, et du coup vu qu'il y a la Coupe du Monde, les joueurs vont se dire en fait je veux bien représenter le Ghana. Donc là il veut pas ce genre de joueur là tout simplement. Otto Addo, le sélectionneur du Ghana. On continue cette fois-ci avec le Sénégal qui continue également sa série, hein. Le Sénégal, voilà, c'est fort, hein. Personne ne fait mieux dans le monde actuellement, 26 matchs d'affilée sans défaite, voilà pour le Sénégal. C'est quand même très fort, hein, ce qu'actuellement réalise bien sûr les Lions de la Teranga. Et concernant le Maroc, on a parlé hier, hein, que c'était un record, c'est 16 matchs mais d'affilée en victoire, hein. C'est même pas un nul défaite, non, c'est que des victoires. Regardez, hein, le Maroc devient la sélection avec le plus grand nombre de victoires de suite. Il dépasse le record, n'oubliez pas, de l'Espagne. En 2008-2009, l'Espagne a enchaîné 15 victoires d'affilée. Le Maroc a actuellement 16 victoires d'affilée. Bon, on peut voir les 16 victoires d'affilée de la sélection marocaine. Toujours tiens sur le continent africain, donc plus de 137 250 billets ont déjà été vendus pour la CAN 2025 qui commence dans un peu plus de 2 mois, c'est le 21 décembre, donc là tiens dans 2 mois et 5 jours exactement, on est le 16 octobre, hein. Donc 137 250 sur un total de 400 000 billets mis en vente à date, hein. Ce nombre, hein, de 400 000 représente un tiers du volume total de billets disponibles pour la compétition. Il restera ensuite encore 2 phases de vente, hein. La deuxième phase débutera le 25 octobre, là dans 9 jours pour le deuxième tiers de vente, et la troisième phase débutera le 25 novembre pour le reste des places, hein. Donc pour l'instant, voilà, pour l'instant c'est bien, hein, tout ce qui a été vendu bien sûr, parce qu'il reste encore 2 phases pour liquider tous les billets encore disponibles bien sûr pour cette Coupe du Monde. Pas du tout, c'est pas Coupe du Monde pour la CAN, désolé, qui se déroule, n'oubliez pas, au Maroc. Toujours avec cette compétition, la CAN, tient juste une petite info qu'on peut voir sur BFootball, l'hôtel de la République démocratique du Congo, donc la RDC, leur camp de base, hein, du côté du Maroc, regardez, hein. Donc là, les pays qualifiés pour la CAN, ils ont déjà trouvé leur hôtel où ils vont séjourner bien sûr au Maroc. Et voilà, regardez, hein, où ils vont être bien sûr les joueurs de la RDC. Bon, ça ne sera pas des vacances bien sûr, hein, là ils vont aller là-bas pour essayer de bien figurer bien sûr pendant cette CAN, mais en tout cas, ils ont pris un magnifique hôtel, hein, du côté du Maroc. On continue, donc on quitte la zone Afrique, on va maintenant en Europe les gars, et on va parler de l'UEFA. Donc l'UEFA c'est l'Europe, hein. Donc l'UEFA envisage une réforme majeure des matchs de qualification pour la Coupe du Monde et l'Euro. Donc l'objectif est de mettre fin aux matchs peu excitants, hein. C'est vrai que des fois quand on voit des France-Islande, même si bon l'Islande a accroché la France, c'est pas une affiche voilà qui intéresse beaucoup de monde. Un Lettonie-Angleterre qui a été joué aussi avant-hier à 5-0, voilà, c'est pas des affiches
voilà, que tout le monde veut voir en gros, et ben, l'objectif est de mettre fin au match peu excitant et déséquilibré des grandes nations contre des adversaires faibles. Hein. Conscient du problème, hein, l'UEFA envisage comme réforme un format similaire à celui de la Ligue des Champions, avec un groupe de 54 équipes ou deux groupes de 27, voilà, afin de garantir un spectacle, de susciter l'intérêt des diffuseurs et des supporters. En gros, vous savez que maintenant comment c'est la Ligue des Champions, et ben, pour avoir le même format avec les matchs pour se qualifier pour l'Euro et pour la Coupe du Monde dans la zone Europe en gros. Tellement 4 pays, donc soit tu fais une poule unique, donc là ça ferait beaucoup, hein, ça ferait 54 équipes, ou sinon tu divises en deux, tu fais une partie de gauche là avec 27 équipes et une autre partie de droite avec 27 équipes, et là tu mets les grosses nations divisées bien sûr, hein, tu en mets 4-5 grosses nations à gauche, 4-5 grosses nations à droite, et c'est à peu près le même système que la Ligue des Champions. Avec bien sûr, tu tapes des équipes du pot A, du pot B, du pot C, comme la Ligue des Champions en gros. Et en gros, les 8 premiers se qualifient directement, bien sûr, soit pour l'Euro, soit pour la Coupe du Monde, vous avez compris. Puis après, il y a un système de barrage. Voilà, en gros, l'UEFA va peut-être mettre ça en place. Bon, ça ne sera pas pour maintenant. Hein. Une probable réforme ne pourra être appliquée qu'après 2028. Ça ne sera pas avant. Pourquoi? Parce qu'une fois que les contrats actuels arrivent à leur terme, parce qu'actuellement, les contrats sont que le système actuellement de qualification reste le même encore pendant 3 ans. Mais après 2028, ça peut changer. Donc il y aura peut-être une nouvelle formule, hein, voilà, enfin, qui est actuellement en pourparlers du côté de l'UEFA pour changer, bien sûr. Le système de qualification, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. On sait qu'avec la Ligue des Champions, ça se passe plutôt bien. Pourquoi pas le faire maintenant avec les sélections. On continue avec une sélection qui n'est pas sûre d'être à la Coupe du Monde. Ce serait quand même catastrophe pour eux, hein. C'est l'Italie les gars, et Gattuso, le sélectionneur italien, l'a dit: si nous ne qualifions pas pour la Coupe du Monde, hein, je déménagerai et j'irai vivre loin de l'Italie, très loin. N'oubliez pas que l'Italie, les 2 dernières Coupes du Monde, ils les ont loupées, hein. Pour un pays comme l'Italie qui a gagné quand même 4 fois la Coupe du Monde, louper 2 Coupes du Monde d'affilée, peut-être une 3e, ce serait vraiment une catastrophe. Déjà rien que louper une Coupe du Monde, pour eux c'est une catastrophe. 2, alors c'est fou. Alors une 3e les gars, ce serait fou, hein. Donc Donnarumma a tenu à rappeler l'importance de voir l'Italie au mondial, hein. Il ne peut pas y avoir une autre Coupe du Monde sans l'Italie. Malheureusement, la qualification est devenue plus compliquée maintenant. Bien sûr, ils sont à 3 points derrière la Norvège. Après, n'oubliez pas qu'il y aura un Norvège-Italie lors du dernier match, mais l'Italie avait gagné, enfin la Norvège plutôt avait gagné 3-0, donc c'est dire l'Italie, c'est pas par rapport à la différence de but, ça sera par rapport au goal average, donc c'est dire que l'Italie devra absolument battre la Norvège avec 3 buts d'écart, ce qui n'est pas sûr, hein, lors de la prochaine trêve du mois de novembre. Sinon ils seront certainement 2e, ils passeront par les barrages, et tu peux te faire éliminer. Donc il a dit, hein, malheureusement la qualification est devenue plus compliquée maintenant, car on ne peut plus se permettre de perdre un match, hein. Nous devons maintenant oublier cela et penser au rassemblement de novembre puis au barrage, hein. Il y aura du travail à faire, mais je suis sûr que l'équipe se préparera du mieux possible. Nous devons continuer ainsi, le groupe est vivant et en bonne santé. Je suis sûr que nous irons au mondial. Voilà ce qu'a pu dire le gardien de Manchester City, Donnarumma, sur cette sélection italienne qui devra certainement passer par les barrages pour se qualifier. Et les barrages, hein, comme j'ai dit, hein, c'est toujours très compliqué, hein, de passer par ce système là. Ça pourrait être un barrage aussi, par exemple, contre une équipe africaine qu'on parlait tout à l'heure, hein. Il peut avoir par exemple un Italie contre une équipe africaine, parmi les 4 barragistes africains. On continue, on va parler cette fois-ci du côté de l'Espagne, hein. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de souci, hein. Donc ils ont gagné leurs 4 matchs, hein. 4 matchs, 4 victoires. Donc prochain match, normalement ça devrait le faire, bien sûr, hein, la qualif, hein. Et Unai Simon ne considère pas l'Espagne comme favori du mondial. Il a dit, hein, nous ne sommes favoris de rien. Est-ce qu'on est favori? Pas du tout. Au final, je pense que cette équipe doit encore montrer qu'elle est capable de battre tout le monde, que ce soit la Bulgarie ce soir ou le Portugal lors de la dernière finale de la Ligue des Nations. Voilà notre objectif. En attendant, nous sommes favoris de rien. Voilà ce qu'il a dit. Voilà, bien sûr, bon après, même s'il dit que voilà, c'est pas des favoris ici, l'Espagne pour moi font partie des favoris lors de la prochaine Coupe du Monde. Il y aura eux, il y aura bien sûr l'Argentine, il y aura peut-être certainement la France, bien évidemment. Voilà, on peut voir les grandes nations et l'Espagne bien sûr en fait partie. C'est une nation qui peut gagner bien évidemment la Coupe du Monde, surtout qu'ils ont quand même gagné l'Euro, hein, l'année dernière. On va parler de l'Angleterre. Eux, ils ont leur ticket, hein. Pour la Coupe du Monde, c'est la seule nation pour l'instant européenne à avoir son ticket. Donc Thomas Tuchel est satisfait des résultats de son équipe, hein. Je suis très fier de la prestation, il mérite cette qualification. Donc 6 matchs disputés, 6 matchs remportés, aucun but concédé. C'est un moment très spécial aujourd'hui. Je pense que nous avons beaucoup progressé lors des 2 derniers rassemblements et cette victoire est un nouvel exemple, hein. On a joué en équipe avec beaucoup d'efforts de la part de mes joueurs sur le pressing. Voilà, donc voilà ce qu'a pu dire Thomas Tuchel. N'oubliez pas qu'il est coach, hein, de l'Angleterre depuis début d'année 2025, enfin depuis la trêve du mois de mars, que c'est les premiers matchs, hein, de l'Angleterre sur cette année, et pour l'instant il a tout gagné. Voilà,
tous les matchs qui ont été disputés, il a tout gagné tout simplement. Thomas Tuchel surtout 0 but concédé, enfin match surtout officiel. Roberto Martinez en sent son milieu de terrain, donc là c'est le coach du Portugal bien sûr, tout à l'heure tu en parlais des favoris, le Portugal aussi, je peux les mettre dedans, parmi les favoris de la Coupe du Monde. Donc pour moi Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde, João Neves aussi avec un profil différent, fait partie des meilleurs en Ligue des Champions. Le meilleur milieu a été Vitinha d'un point de vue statistique. Il faut accepter toutes les opinions bien sûr, mais sans aucun doute Vitinha a été le meilleur. Voilà ce qu'a pu dire Martinez bien sûr, c'est vrai que Vitinha fait partie et certainement actuellement le meilleur milieu au monde avec peut-être Pedri. C'est que les deux actuellement sont loin devant les autres, je pense. On continue toujours avec cette trêve internationale à Paris du Portugal, de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Italie. Bien sûr, on va parler maintenant un peu de l'équipe de France. Regardez qui fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, c'est Giroud, les gars, l'équipe de France. Regardez, en gros titre, il ne faut jamais dire jamais. Voilà, en gros, parce qu'il avait annoncé sa retraite internationale, mais il a dit que s'il y avait l'opportunité peut-être de revenir, s'il y avait beaucoup de blessés, il ne dirait pas non. Donc Giroud ne ferme du coup pas la porte à un retour en équipe de France, parce que c'est l'équipe de France et parce que c'est un devoir de défendre le maillot de son pays. Il ne faut jamais dire jamais, en gros. S'il y a encore une plus grande hécatombe et que le coach à un moment donné est en galère bien sûr d'attaquant, il a dit il faudra réfléchir, je serai là. Vraiment bon, il a dit il faudrait que pratiquement tous les attaquants soient disponibles. Donc là bien sûr lui, il reviendrait. Mais là c'est vraiment très peu probable, il faut être sérieux. Voilà, il a dit quand même, il ne faut jamais dire jamais. Concernant un retour, bien sûr, et toujours avec lui, il parle argent, Giroud. Il a dit, je me suis toujours dit, si je suis bon sur le terrain, après ça viendra et je pourrai mettre ma famille à l'abri. Après, plus t'en as, plus t'en veux, bien sûr, de l'argent. Et chacun fait ses choix. J'ai toujours privilégié le projet sportif. Quand je suis meilleur buteur à Tours en Ligue 2 en 2010 et que j'ai des clubs de Ligue 1 sur moi, il y a aussi le Celtic et Middlesbrough qui m'offrent 3-4 fois plus que ce que lui proposait, par exemple, son club. À Grenoble, j'étais au salaire de la Charte pour un premier contrat pro autour de 2500 €. Quand je pars à Istres, il a joué aussi à Istres, je suis à 7000 € par mois. Et puis après à Tours, 10 000, 12 000, 15 000 € sur les 3 ans. Donc c'est vrai qu'il a dit qu'il préférait toujours le projet sportif au projet financier, parce qu'il aurait pu toucher dans des clubs différents beaucoup plus d'argent ce qu'il a pu toucher dans le passé. Voilà, je pense que bien sûr il a quand même récupéré beaucoup d'argent tout au long de sa carrière. Il est bien évidemment multimillionnaire. Giroud comme la plupart des footballeurs. Toujours avec l'équipe de France, tiens, on va parler de Jérôme Roten, les gars, sur son émission Roten sans flamme. Il revient sur les 2 matchs des Bleus, l'Azerbaïdjan et l'Islande, où ça n'a pas été folichon, une victoire, un nul. Voilà, normalement l'équipe de France doit sortir avec 2 victoires contre l'Islande et l'Azerbaïdjan. Bref, Roten n'est pas tendre avec Deschamps. Deschamps est responsable des performances, il doit ramener de la confiance au nouveau. Je n'oublie pas les 2 purges que je viens de voir, donc contre l'Azerbaïdjan et contre l'Islande. On ne parle pas des affiches du siècle quand tu joues l'Azerbaïdjan et l'Islande. Tu savais que les 2 équipes allaient te proposer une opposition ultra défensive, et quand tu construis ton équipe, tu sais que tu dois faire, malgré tous les blessés, ça tombe mal, mais il y avait 7 absences sur le plan offensif et il doit mettre un cadre plus précis à la jeunesse, donc il est forcément responsable de ces 2 matchs qui ne sont pas super bons pour l'équipe de France, surtout même si l'Azerbaïdjan a gagné 8-3-0. Mais voilà, dans l'ensemble du match, la première mi-temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars, elle est horrible contre l'Azerbaïdjan. Voilà. Après, voilà, Jérôme Roten dit que c'est Deschamps le responsable de ces 2 matchs plus que moyens. On continue, on va parler cette fois-ci du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Et malgré son Ballon d'Or, Ousmane Dembélé n'a pas déclenché le raz-de-marée de certains jeunes figures du foot mondial chez les sponsors. Donc la raison, Dembélé a une image assez éloignée des stars du ballon rond. C'est vrai que voilà, c'est une star, bien sûr, Ousmane Dembélé, mais c'est pas un Ballon d'Or comme par exemple, je sais pas, Cristiano Ronaldo, comme Lionel Messi bien sûr, même s'il n'a pas été Ballon d'Or, Neymar, Mbappé, tous ces genres-là, sont beaucoup plus par exemple suivis sur les réseaux sociaux qu'Ousmane Dembélé. Donc Ousmane est-il un bon produit marketing? Je ne crois pas que ce soit sa priorité ni son ADN. Donc sa communauté sur les réseaux sociaux n'est pas à la hauteur de son talent. Il devrait être au moins 100 millions de followers, on va dire sur Instagram, les gars. Estime Franck Aucmélier, agent d'image plutôt de plusieurs internationaux réputés. C'est que si on regarde son compte Instagram, il a 19 millions d'abonnés. Bon, c'est déjà pas mal sur son compte Instagram, mais si on compare avec plein de stars du football, comme Mbappé, il a plus de 130 par exemple, alors qu'il n'a jamais gagné le Ballon d'Or. Neymar, il a plus de 200. Ronaldo, il a plus de quasiment 550. Messi, au moins à 300, même 400 Messi. Donc c'est qu'il est très loin, alors que ces joueurs-là ont été Ballon d'Or. Même Benzema, qui a gagné le Ballon d'Or, il est au moins à 70 millions. Dembélé il a 19 millions. Donc voilà, c'est que c'est un joueur qui devrait, qui est pas non plus, c'est pas non plus si c'est une star, mais pas non plus une superstar comme les joueurs que j'ai cités juste avant. Surtout par rapport au nombre d'abonnés, sur les réseaux sociaux. Après, il est plutôt réservé, on sait, Ousmane Dembélé, c'est peut-être pour ça qu'il a si peu d'abonnés, alors qu'il en mériterait certainement beaucoup plus. Et toujours avec lui,
et ben, il pourrait bientôt renégocier son contrat au PSG. On en a parlé hier, hein, ça faisait même la une journée à l'équipe et c'est bien confirmé. Le club envisage d'ajuster les conditions salariales du Français après sa saison historique et devrait bien prolonger très prochainement du côté de Paris. Et c'est pas fini aussi, Barcola devrait également prolonger. Hein. Le club cherche à repousser l'intérêt de Liverpool et du Bayern Munich intéressé par Bradley Barcola. Et aussi Pacho, qu'on a parlé tout à l'heure en tout début d'image, du Zap Image devrait lui aussi prolonger l'aventure parisienne. Et toujours du côté du PSG, Nuno Mendes a réagi par rapport au Ballon d'Or. Donc lui, je crois qu'il a fini 10e, je crois, au Ballon d'Or. Mais il a dit le Ballon d'Or, donc en gros Dembélé, selon moi, le joueur qui a gagné le Ballon d'Or le méritait. Ousmane Dembélé a fait une très bonne saison avec nous. Personnellement, je ne me concentre pas trop là-dessus. Pour l'instant, je me concentre sur mon évolution et sur l'amélioration de mon jeu. Dans le domaine offensif et défensif, c'est ce qui compte le plus pour moi en ce moment. Donc là, il dit en gros que le Ballon d'Or de Dembélé, il est totalement bien sûr mérité. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, on va parler du documentaire. On a parlé que les caméras, les diffuseurs de Netflix étaient dans les vestiaires du PSG là ces derniers temps pour sortir un documentaire. Et le documentaire dédié au sacre européen du PSG est en cours de tournage. Il sortira sur Netflix très prochainement. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, on va parler aussi du centre de formation où Yohan Cabaye, c'est le directeur du centre de formation parisien. Et ça chauffe entre Yohan Cabaye et Luis Campos, le directeur sportif du PSG. Donc certains salariés du club évoquent des tensions entre le directeur du centre de formation de Cabaye et le directeur sportif, donc Luis Campos. Les deux hommes prennent des décisions chacun de leur côté sans se parler. Ça, c'est pas ouf. Ce qui donne maintenant lieu à deux types de contrats pro, les contrats Cabaye et les contrats Campos. Le PSG, bien sûr, dément ces tensions et assure que les deux hommes ont travaillé ensemble pour le premier contrat pro, par exemple, de Quentin Jantou cet été. Et voilà, donc le journal Équipe dit en gros que ça se passe mal, même si le PSG dément pour dire non, ça se passe bien. Mais voilà, en gros, ça se passe. En plus, je me souviens, j'avais vu aussi quelques infos là, il y a ces dernières semaines aussi que c'était un peu chaud au centre de formation. Donc, pas sûr, je pense qu'il y en a des deux qui devraient sauter. Je pense que ce serait plutôt Cabaye. Je pense que le PSG préférait plutôt garder, bien sûr, Luis Campos. On continue avec toute autre chose, les gars. On va parler de Manchester City qui dévoile son 4e maillot pour cette nouvelle saison. Et c'est officiel. Regardez ce maillot de couleur vert, voilà, vert, donc tiens, porté par Ryan Cherki avec des motifs un peu triangle. Donc voilà ce 4e maillot des Citizens. On revient 21 ans jour pour jour en arrière, c'était un 16 octobre et Lionel Messi bien sûr disputait son tout premier match avec le FC Barcelone. Le reste appartient bien sûr à l'histoire. Voilà, il est devenu certainement le plus grand joueur de l'histoire du football, bien sûr. Enfin pour moi c'est le plus grand, bien sûr, Lionel Messi. Donc à seulement 17 ans et 3 mois, il disputait son premier match en professionnel du côté du FC Barcelone. Toujours tiens du côté du Barça, on va parler d'un certain Lamine Yamal, peut-être le successeur de Lionel Messi. Bon, on en reparlera dans 15 ans pour voir la carrière qu'il aura fait. Donc Lamine Yamal, en tout cas, est le joueur actuellement le plus cher du monde d'après Transfermarkt. Et voilà, c'est lui qui domine le classement. Son Transfermarkt actuellement, Lamine Yamal coûterait 200 millions d'euros. Bon, je pense que si le Barça venait à le vendre, je pense qu'il pourrait le vendre, je pense, un peu plus cher que 200. Je pense qu'il pourrait partir à 280, même voire 300. Vu le talent du joueur, il a 18 ans. Vu ce qu'il montre déjà depuis quand même quelques années, je pense que voilà, sa valeur c'est 200, mais je pense qu'il partirait pour beaucoup plus cher. Mbappé c'est 180 comme Bellingham, Haaland, 150 pour Saka, 150 également pour Vini, Wirtz c'est 140 ou Michael Olise c'est 130 millions d'euros. Voilà, donc quelques Français quand même, comme Kylian Mbappé ou même Michael Olise dans ce classement bien sûr des joueurs les plus chers actuellement au monde. Toujours tiens du côté du FC Barcelone, on va parler que Kenan Yildiz, vous savez cette jeune pépite turque de la Juventus Turin, le Barça s'intéresse au profil de ce jeune joueur qui était ciblé par Chelsea. L'été dernier, Chelsea a fait une offre, la Juve a dit non. Le Barça intéressé. Bon, après, si la Juve venait à le vendre, bien sûr, ils vont espérer une grosse somme d'argent, je pense au moins 80 millions d'euros. Toujours avec le FC Barcelone, on va parler d'Eric Garcia qui est en fin de contrat, en fin de saison. Eric Garcia, le défenseur. Et Chelsea s'intéresse à Eric Garcia. C'est que Chelsea, c'est une équipe qui recrute beaucoup. Ils préparent déjà le mercato, Chelsea, voilà, parce qu'ils sont un peu sur tous les joueurs. Le club anglais a fait du défenseur espagnol sa priorité pour renforcer sa défense. Son contrat, le Lyon au FC Barcelone, expire en fin de saison, 30 juin 2026. S'il ne prolonge pas d'ici là, il sera libre de négocier avec d'autres clubs dès le 1er janvier. En gros, les joueurs qui rentrent dans leur dernière année de contrat. Donc sur les 6 derniers mois, ils peuvent commencer à parler avec d'autres clubs. Donc à partir du 1er janvier, il rentrera dans ces 6 derniers mois de contrat. Et il pourra commencer, Chelsea pourra officiellement commencer à parler bien sûr avec Eric Garcia, désolé, pour essayer de le faire venir bien sûr librement. Quelques mois après, n'oubliez pas que le PSG aussi, j'ai pu voir, est intéressé par le défenseur espagnol. Toujours du côté du FC Barcelone,
c'est officiel, on a parlé ces derniers jours, ça y est, Frenkie de Jong prolonge son contrat avec le Barça jusqu'en 2029. Lui aussi, il est en fin de contrat, là, en fin de saison. Et ben, il prolonge de 3 nouvelles années du côté du club Blaugrana, donc il arrive en 2019. Donc s'il va jusqu'à la fin de son contrat 2029, il aura passé 10 ans au club du FC Barcelone. A noter que son nouveau contrat, les gars, voit une réduction de salaire. Bon, comme il touche quand même l'un des plus gros salaires du Barça, mais il touchera un peu moins que ce qu'il touchait avant. Du côté du Real Madrid, on va parler de Rudiger, lui aussi, un joueur en fin de contrat, en fin de saison, et le Real ne devrait pas le prolonger. Le Real Madrid ne prolongera pas Rudiger qui quittera le club libre l'été prochain. Il est considéré comme trop souvent blessé, actuellement blessé. Il est blessé encore pendant 2 mois et pas assez régulier pour son salaire. L'un des joueurs les mieux payés du côté du Real. Donc voilà, Rudiger, certainement l'été prochain, je le vois bien aller en Arabie Saoudite pour moi la prochaine fenêtre de mercato estivale. Toujours du côté du Real, on va parler de Vini Junior, aussi un joueur qui pourrait lui aussi partir. Mais là, on va pas parler de son futur, mais plutôt qu'il est poursuivi par la justice pour avoir perturbé ses voisins durant sa fête d'anniversaire. Donc les événements ont lieu entre le 19 et le 21 juillet dernier. La police est rendue sur les lieux après avoir été alertée par le voisinage et a constaté que la musique était beaucoup trop forte. Des cris ont également été entendus. Une audience préliminaire est prévue le 6 novembre prochain. Le Brésilien risque une peine de 15 à 3 mois de prison ou une amende. Bon, il ne fera jamais de prison parce que bien sûr il a fait du bruit. Mais oui, ça se peut qu'il prenne bien sûr une amende, Vini. Bon, je pense, même si l'amende de 10 000 €, ce ne sera pas très grave pour lui, mais voilà, concernant Vini, il a un peu de problème avec la justice. On va parler de Jude Bellingham, le petit frère de Jude Bellingham du côté de Dortmund. Et ben Manchester United aimerait recruter Jude Bellingham. Ruben Amorim, le coach des Red Devils, aime beaucoup son profil qui pourrait parfaitement s'intégrer à son système de jeu. Voilà, donc on va suivre également ce dossier de très près. Concernant Marc Guéhi, donc lui c'est quasiment sûr, lui il va partir de Crystal Palace également en fin de contrat, fin de saison. Il y a beaucoup de clubs intéressés, donc Liverpool veut toujours recruter Marc Guéhi. Les Reds ne reviendront pas à la charge au mercato hivernal, ils ne vont pas essayer de l'avoir en janvier pour payer, non, ils veulent l'avoir gratuitement le 1er juillet prochain. Notez que le Barça, le Real ou même l'Inter Milan, j'ai pu voir, ils sont tous intéressés par Marc Guéhi. Donc Palace, on essaie de le prolonger bien sûr, vu que c'est quand même un joueur, capitaine, tout ça, ça va être compliqué, parce que surtout vu les clubs qui le veulent. À noter, n'oubliez pas que Liverpool avait proposé 45 millions d'euros lors des derniers jours de mercato là pour l'avoir. Du coup, Palace a refusé parce qu'ils n'avaient pas trouvé son remplaçant. Il risque de partir libre dans quelques mois. On va parler de Lyon qui discute avec Rennes pour récupérer Hans Hateboer en joker médical. Le défenseur est emballé à l'idée de rejoindre les Guns. Je ne sais pas c'est qui est blessé du côté de Lyon. En tout cas, voilà, ce joueur pourrait débarquer du côté de l'Olympique Lyonnais en tant que joker et même pas en attendant en janvier. Ça peut se faire là actuellement vu que c'est une recrue, on va dire, joker. Igor Pexao, reconnaissant vers l'Olympique de Marseille quand le club m'a dit qu'il me voulait, même après la blessure, que ça m'a boosté encore plus. Cela prouve la confiance de Mehdi Benatia, de Pablo Longoria et bien sûr de Roberto De Zerbi. Tous les clubs n'auraient pas agi de la sorte et ça m'a encore plus conforté dans mon choix que j'allais être heureux ici. Parce qu'en gros, quand Marseille négociait avec le PSV pour le joueur, ou le Feyenoord, je ne sais plus trop où il jouait, je crois bref, il jouait aux Pays-Bas, et ben Pexao était blessé. Donc c'est vrai que voilà, quand tu veux recruter un joueur, il est blessé, des fois les clubs se disent en gros, on va pas le recruter vu qu'il est blessé. Non, Marseille voulait quand même le recruter, même s'il était blessé, parce qu'il savait qu'il allait un coup revenir bien sûr, et ça bien sûr, ça l'a plu. Et toujours avec Pexao à propos du montant de son transfert, donc n'oubliez pas que c'est le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. C'est un honneur pour moi, une motivation supplémentaire pour marquer des buts et aider l'équipe, une marque de confiance merveilleuse de la part du club et de l'entraîneur. Donc voilà ce qu'a pu dire Pexao. Et toujours du côté de l'OM, on va parler également d'Angel Gomez qui est arrivé également à Marseille et donc lui gratuitement, il est en fin de contrat avec Lille. Interrogé sur l'ambiance du Vélodrome, il a dit une meilleure ambiance qu'Anfield ou à St James Park à Newcastle. Il a dit oui, j'ai joué dans ces stades, mais le Vélodrome, il faut y être pour comprendre. Personnellement, je pense que le Vélodrome est l'un des meilleurs stades d'Europe dans le top 3. Des stades où il y a le plus d'ambiance, il met le Vélodrome bien sûr tout en haut. Sergio Rico, ancien gardien, souvenez-vous, du Paris Saint-Germain, souvenez-vous, il a eu un grave accident de cheval, il était dans le coma, tout ça. Bon, depuis ça va beaucoup mieux bien sûr pour l'ancien gardien parisien, mais il a dit pour être gardien il faut être un peu fou, sinon comment se placer face à des gars qui vous allument à 5 mètres avec des frappes à plus de 100 km à l'heure. Il dit voilà, pour être gardien il faut être un peu fou dans sa tête parce que tu te fais tout le temps allumer, bien évidemment, que ce soit l'entraînement ou en match. Bon, après il faut aimer ça, voilà, bien sûr, c'est un rôle à part, on va dire, gardien
4 buts, mais très important bien évidemment. Boavista serait sur le point de disparaître, hein. Déjà relégué au plus bas niveau du football portugais. Le club de Gérard Lopez, hein, a déclaré forfait ses 2 premiers matchs de la saison. C'est fou, hein. Le club n'avait pas réussi à inscrire un nombre suffisant de joueurs disponibles pour prendre part à ces rencontres. Donc lui, partout où il passe, hein, les clubs après partent en faillite, hein. Il est à Bordeaux, on sait que Bordeaux maintenant il joue en National 2. Donc à Boavista aussi, il avait racheté ce club et Boavista est très proche de disparaître parce que les 2 premiers matchs de la saison, ils ont déclaré forfait. Attention, s'ils font encore forfait, ils vont faire forfait général et après c'est fini, hein, pour le club de Boavista. N'oubliez pas qu'aujourd'hui les gars, on connaîtra le meilleur joueur asiatique de l'année. Les gars, on a le choix entre ces 3 joueurs, donc Taremi, Kubo et Kang Min Lee, le joueur du PSG. Donc les 3, voilà, le vainqueur sera dévoilé ce jeudi, donc demain certainement on connaîtra le vainqueur, hein. Et je vous dirai qui a gagné bien sûr, voilà, ce prix du meilleur joueur asiatique que Heung-min Son a remporté souvent dans le passé. Et on finit aujourd'hui avec la liste des 25 joueurs nommés pour le Golden Boy 2025, le Ballon d'Or Junior. Oui, il y a le Ballon d'Or Junior là qui a été remporté par Lamine Yamal, le trophée Copa, mais aussi ce Golden Boy, hein. N'oubliez pas que Lamine Yamal, les gars, ne peut pas le remporter. Là, le trophée Copa, il a pu le remporter 2 fois d'affilée, mais Golden Boy, quand tu le remportes une fois, tu ne peux pas le remporter une deuxième fois. À noter, il y a quelques Français parmi la liste des 25, donc Doué, grand favori, hein. Zeremri, Leny Yoro et Maïlu. Donc voici la liste, voilà, des 25 joueurs qui peuvent remporter tout simplement, enfin qui peuvent prétendre remporter ce prix. Donc Lamine Yamal aurait été encore éligible, hein, comme je dis, mais vu qu'il a remporté, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que Désiré Doué est le grand favori, hein, pour remporter bien sûr ce Golden Boy, hein, serait mérité. Je rappelle les gars de ce qu'il a pu faire avec le PSG, avec cette finale quand même de Ligue des Champions où il a été élu homme du match, hein, doublé et une passe D pour lui, ou le sens inverse, je crois qu'il a été décisif 3 fois sur la finale contre l'Inter. Donc voilà, ça va marquer beaucoup de points pour Désiré Doué. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain on est vendredi, demain c'est la reprise des championnats. Par exemple, tiens, le PSG joue demain, tiens, le PSG reprend contre Strasbourg, il y a plein de grosses équipes qui reprennent demain, donc on reparlera de tout ça demain. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.